Le vent d'automne portait l'odeur de la terre mouillée à travers le parking de la station-service Moreau, à la lisière de Riez, un village endormi de Provence. Âgé de 7 ans, Léo Dubois avait le nez collé contre la vitre de la Renault 4 vieillissante de sa mère, scrutant le monde avec cette curiosité méticuleuse qui avait amené son enseignante de maternelle à le qualifier d'esprit d'une acuité remarquable lors des entretiens individuels. Pour Léo, chaque détail était une histoire, les craquelures sur le bitume, le balai des essuie-glaces fatigués, les nuages gris qui se reflétaient sur les flaques d'huile irisée. « Maman, est-ce que je peux avoir quelque chose à manger ?» demanda Léo, sa voix petite mais tenace. Chloé Martin croisa le regard de son fils dans le rétroviseur, et ses yeux fatigués s'adoucirent. À 32 ans, elle paraissait plus âgée. C'était le genre de lassitude qui s'installe quand on cumule les gardes à l'hôpital Saint-Martin en tant qu'aide-soignante pour élever seule un enfant, après que son mari a été emporté par un accident du travail 3 ans auparavant. La vie, depuis, était une lutte silencieuse. « Il faut qu'on fasse attention à l'argent, mon chéri », répondit Chloé avec douceur, même si la phrase lui laissait un goût de cendre dans la bouche. C'était leur mantra, leur réalité. « On a des gâteaux à la maison. » Léo acquiesça sans un mot de protestation. Il connaissait par cœur la litanie des refus pour les petites douceurs de la vie. Il connaissait la sensation des chaussures devenues trop petites, la tension permanente dans la nuque de sa mère, une cuirasse invisible qu'elle ne déposait jamais. Chloé arrêta la voiture près de la pompe, le témoin de carburant allumé comme un œil rouge et réprobateur. Son compte en banque affichait un solde de 23 €, complété par un billet de 20 et 2 de 10 dans son portefeuille, une somme dérisoire qui devait couvrir leurs besoins jusqu'au prochain salaire, vendredi. La lettre de la société de recouvrement pour les dettes médicales de son défunt mari, nichée dans son sac, lui semblait lourde comme une pierre. Alors que Chloé s'occupait du plein, Léo aperçut un groupe de motards se garant à l'extrémité du parking. 5 machines imposantes, dont les chromes brillaient d'un éclat mat sous le ciel bas. Les pilotes arboraient des gilets de cuir ornés d'écussons. Des patchs des « anges de l'enfer », Léo les reconnut immédiatement, le fameux crâne ailé. « Tu restes bien dans la voiture », lui lança Chloé par la vitre, ayant remarqué son regard insistant. La réputation du club la précédait, même dans ce coin reculé de Provence. Une aura de danger et de violence. Mais ce n'étaient pas les motards qui captivaient Léo. Son attention s'était portée sur une autre silhouette. Un homme avec une capuche rabattue sur la tête se déplaçait le long des motos alignées. Il jetait des coups d'œil anxieux autour de lui, ses gestes étaient vifs et secrets. Léo le regarda s'agenouiller près de la première moto, tirant un objet de sa poche. Le garçon fronça les sourcils. Une sensation désagréable, une alarme silencieuse, se déclencha en lui. L'homme passa à la deuxième moto, répétant la même chorégraphie suspecte. Léo distingua alors un outil dans sa main, une pince qui lança un bref éclat métallique. L'homme opérait sous les motos, près du système de freinage. Le souvenir d'une conversation récente lui revint brutalement. David, un ami mécanicien de sa mère, leur avait rendu visite. Il avait raconté l'histoire d'un client dont les freins avaient lâché en pleine route après un sabotage. La voiture avait fini sa course contre un mur, le conducteur s'en était sorti par miracle. Les durites de frein. L'homme coupait les durites de frein. Le cœur de Léo tambourina dans sa poitrine. Sa mère lui répétait sans cesse qu'il fallait dénoncer les mauvaises actions, qu'il fallait avoir le courage de parler. Mais là, il s'agissait des anges de l'enfer. Des hommes impressionnants, tatoués, que les gens préféraient éviter. L'homme acheva son travail sur la 3e moto et s'attaqua à la 4e. La décision de Léo fut prise en une fraction de seconde. Il détacha sa ceinture et ouvrit la portière. « Léo !» Chloé se retourna vivement. « Je t'ai dit de. » Trop tard. Son fils traversait déjà le parking en courant, ses petites jambes s'agitant, se dirigeant droit sur le groupe de motards qui discutaient en cercle. « N'allumez pas vos motos !» La voix de Léo, perçante et chargée d'une urgence palpable, fendit l'air. « S'il vous plaît, n'allumez pas vos motos !» Les conversations s'interrompirent. 5 têtes se tournèrent vers le petit garçon qui fonçait sur eux, son anorak de seconde main ouvert, ses lacets traînant par terre. Chloé lâcha le pistolet à essence, son cœur manquant un battement. Elle se mit à courir à son tour. « Léo, reviens tout de suite !» Le motard le plus proche, un géant à la barbe grise nattée en 2 tresses et aux bras couverts de tatouages vieillis, s'avança vers Léo.
Son visage était fermé, intimidant. « Qu'est-ce que tu veux, petit ? Il y a un monsieur pas gentil. » Léo désigna d'un doigt tremblant la silhouette encapuchonnée, qui s'était immobilisée, prise de court par l'esclandre. « Il est en train de couper un truc sur vos motos. Je l'ai vu. Il avait une pince et il s'est mis en dessous. Et l'ami de maman, il a dit que quand on coupe les durites de frein, les gens ont des accidents et ils peuvent mourir. » Les mots jaillirent de sa bouche en un torrent, son esprit d'enfant cherchant les termes les plus justes pour exprimer le danger qu'il percevait. Le visage du motard barbu se transforma. Il pivota, suivant l'indication de Léo. L'homme au sweatshirt reculait, le visage cireux. « Max, Enzo, jetez un œil aux bécanes. » Tonna le barbu. « Thierry, va me chercher ce connard. » Deux motards se ruèrent vers les motos tandis qu'un troisième, sec et agile, s'élança à la poursuite du fuyard. Ce dernier ne demanda pas son reste. Il piqua un sprint et disparut derrière le bâtiment, en direction d'une voiture dont le moteur tournait déjà. Chloé rejoignit Léo et le serra contre elle. « Pardon, je suis vraiment désolé. Je lui avais bien dit de ne pas bouger. »« Je ne sais pas. »« Maman, il abîmait leur moto, » répéta Léo, la voix chevrotante maintenant que la tension retombait. « Je l'ai vu. » Max se releva de l'inspection de la première moto, le visage dur comme de la pierre. Les durites de frein. Sectionnées net sur 3 d'entre elles. Il examina la deuxième. Pareil pour celle-là. Bordel de merde. La voix du barbu était un grondement sourd et menaçant. Il posa son regard sur Léo. Chloé resserra son étreinte, mais l'expression du motard s'était radoucie. Il fléchit les genoux pour se mettre à la hauteur du garçon, atténuant sa stature colossale. « Comment tu t'appelles, mon grand ?» Léo, souffla l'enfant. « Léo, enchanté, moi c'est Louis. » Il lui tendit une main énorme. « Tu viens de nous sauver la mise, tu sais ça ? Si on avait démarré les moteurs. » Il laissa la phrase en suspens, mais les images d'horreur se formèrent d'elles-mêmes dans l'esprit de Chloé, des chutes à haute vitesse, le crissement du métal sur le bitume, des vies brisées. « Je l'ai juste vu faire une chose méchante, » dit Léo simplement. « Maman dit qu'il faut toujours dire la vérité. Si vous croyez en la force de l'observation, en la nécessité d'écouter son instinct, et au courage de s'exprimer face à l'injustice, alors arrêtez-vous un instant, aimez, commentez, partagez et abonnez-vous à Chronique de Motard. Dites-nous dans les commentaires où vous êtes dans le monde, car cette histoire est là pour nous rappeler que les héros n'ont pas d'âge et que les voix les plus frêles sont parfois porteuses des messages les plus cruciaux. Un véritable sourire fendit le visage buriné de Louis. « Ta mère est une femme pleine de bon sens. » Il se redressa et se tourna vers Chloé. « Madame, je suis Louis, le sergent d'armes du chapitre. Votre fils a empêché un massacre. Nous avons une dette envers vous. Vous ne nous devez rien du tout, » bafouilla Chloé, encore sous le choc. N'importe qui aurait fait. Faux. Un autre motard s'était approché. Plus jeune que Louis, la trentaine avancée, le regard vif, une balafre sur la joue. La plupart des gens auraient regardé ailleurs. Pour ne pas avoir de problème. Votre fils, lui, il a parlé. C'est énorme. Je m'appelle Stéphane, le vice-président. Le motard qui avait pris le saboteur en chasse revint, essoufflé. J'ai sa plaque. Une Peugeot 206 grise, immatriculée dans le Var. Il s'est tiré, mais j'ai bien eu le temps de voir sa tronche. Louis avait déjà son téléphone à l'oreille. Chloé restait là, pétrifiée, Léo blotti contre elle, observant ces hommes passer d'une nonchalance amicale à une efficacité redoutable. Un véhicule de la gendarmerie arriva en moins de 10 minutes. Le gendarme qui en descendit, un quinquagénaire à l'air fatigué, salua les motards d'un signe de tête. Louis. On m'a signalé un acte de vandalisme. Tentative d'homicide, agent Nicolas, rectifia Louis. Quelqu'un a sectionné les durites de frein de 4 de nos motos. C'est ce petit gars qui a tout vu. Il montra Léo. L'agent Nicolas recueillit le témoignage de Léo, qui raconta avec une assurance grandissante les gestes de l'homme, l'outil, son manège d'une moto à l'autre. On va peut-être y aller, dit Chloé une fois sa propre déposition terminée. Attendez, madame. La voix de Louis la cloua sur place. Votre fils est le témoin d'un crime très grave. Les types qui font ça n'apprécient guère les témoins.
Vous saisissez? Une angoisse glaciale s'empara de Chloé. Vous êtes en train de dire qu'on est en danger? Je dis que c'est une éventualité, ajouta Stéphane. Le type a repéré les lieux. Il ne vous a sans doute pas calculé, mais s'il est un minimum organisé. Chloé sentit le sol se dérober. Elle n'avait pas les moyens de gérer le danger. Ni les complications. Elle avait à peine les moyens de survivre au quotidien. Le regard pénétrant de Louis sembla lire en elle. Il y a un bistrot à 2 pas, le bistrot de Magali. On y mange divinement. On vous invite, le petit et vous, le temps que la brigade de recherche arrive. C'est bien le minimum. Léo tira sur le pull de Chloé. On peut, maman? Dis oui. Chloé dévisagea ces hommes, ces parias de la société qu'on lui avait appris à craindre. Mais son fils leur avait sauvé la vie, et il lui témoignait de la gratitude. D'accord, s'entendit-elle murmurer. Juste pour attendre. Le bistrot de Magali était une capsule temporelle, un authentique bistrot des années 70. La patronne, une femme d'une soixantaine d'années au regard chaleureux, n'eut pas un battement de cils en voyant débarquer 5 anges de l'enfer, une jeune femme épuisée et un petit garçon. Comme d'habitude, les gars? Lança-t-elle. Et ce que voudront la dame et son fils, répondit Louis. C'est notre tournée. Chloé choisit les plats les moins chers sur la carte, un croque-monsieur pour Léo, une soupe du jour pour elle. La patronne, qui s'appelait Monique, lui jeta un regard complice. Ce sera 2 steaks frites et 2 sirops à l'eau, décréta Monique. Faut nourrir la jeunesse, et vous, ma petite, vous avez l'air d'avoir besoin de reprendre des forces. Chloé voulut décliner, mais c'était la vérité, elle se privait souvent pour que Léo ne manque de rien. En attendant les plats, Stéphane s'installa en face d'eux. Je dois vous poser une question directe. Est-ce qu'il y a une raison pour que quelqu'un cherche à vous nuire, à vous à Léo? Mon mari est décédé il y a 3 ans, répondit Chloé à voix basse. Accident de chantier. Il n'y a personne. On ne connaît personne. Vous êtes témoin d'un crime, reprit Stéphane posément. Ça change la donne. Si le type qui a fait le coup remonte jusqu'à vous, vous devenez un problème à éliminer. Chloé sentit son estomac se nouer. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je travaille à l'hôpital Saint-Martin, Léo va à l'école. Stéphane et Louis échangèrent un regard lourd de sens. Louis se pencha vers elle. Le club a des moyens. Des planques, des frères pour veiller sur vous. Le temps qu'on identifie le commanditaire, on peut assurer votre protection. Je ne peux pas accepter. La voix de Chloé était à peine un souffle. J'arrive à peine à payer mon loyer. J'ai des arriérés monstrueux de frais d'hôpitaux de mon mari. Je ne peux pas accepter la charité. Ce n'est pas de la charité, trancha Louis. Vous nous avez sauvé la vie. Dans notre code, ça crée une dette. Une dette d'honneur. On s'occupe des nôtres. Et à partir de maintenant, vous êtes des nôtres. Chloé voulut répliquer, mais une vague de fatigue l'en submergea. Elle était si lasse de se battre seule contre tout. Juste quelques jours, capitula-t-elle. Le temps que ce soit sûr. Stéphane poussa une carte de visite vers elle. Mon numéro. N'hésitez pas. Jour et nuit. La planque se trouvait en Normandie, une petite maison de campagne avec 2 chambres et un jardin clôturé. L'intérieur était simple, mais propre et accueillant. Propriété du club, précisa Louis. Pour les frères qui ont besoin de se faire oublier. Considérez que c'est chez vous. Léo partit en exploration, tout excité, et découvrit dans le jardin une balançoire un peu rouillée. On peut rester ici pour toujours? Demanda-t-il, les yeux brillants. Juste un peu de temps, mon ange, répondit-elle, même si une partie d'elle aurait voulu répondre oui. Cette nuit-là, un motard prénommé Philippe monta la garde. Allongé dans ce lit qui n'était pas le sien, Léo dormant paisiblement à côté d'elle, Chloé tentait de donner un sens aux événements. Son téléphone vibra. Numéro masqué. On sait où tu es. Le sang de Chloé se figea dans ses veines. D'une main tremblante, elle fit une capture d'écran et l'envoya à Stéphane. Sa réponse fut instantanée. Bouge pas. Enferme-toi dans la chambre. J'arrive. Quelques minutes plus tard,
le vrombissement de plusieurs motos déchira le silence de la campagne. On frappa doucement à la porte. « Chloé, c'est Stéphane. » Elle ouvrit. Le visage de Stéphane était grave. On boucle le périmètre. Un type rôdait autour de la maison. Un de nos gars l'accueillit. Un gamin, payé pour faire le guet. On l'a un peu aidé à se souvenir de qui l'employait. Qui? Chuchota Chloé. Lucas Bernard, un lieutenant du clan de l'Ouest, nos rivaux. Le saboteur était un de leurs hommes, ils voulaient mettre le feu aux poudres. Ils savent qu'il y a eu un témoin. Et ils veulent régler le problème. Chloé sentit le désespoir la gagner. Que vais-je faire? Laisse-nous nous en occuper, dit Stéphane d'un ton sans réplique. Mais il faut agir vite. Il faut te montrer. Pour l'instant, tu es caché, et c'est facile de faire disparaître un secret. Un témoin qui s'expose publiquement, c'est une autre histoire. L'interview sur France Région Actualité fut organisée 2 jours après. Face à la journaliste Manon Lefebvre, Chloé, avec Léo à ses côtés, raconta ce qui s'était passé. « N'avez-vous pas peur ?» demanda Manon. Chloé regarda son fils, puis la caméra. « Je suis morte de peur. Mais j'ai toujours dit à mon fils de ne pas se taire face à l'injustice. Je ne peux pas lui donner cette leçon et me dérober quand vient mon tour d'être courageuse. » Le reportage passa au journal du soir. Son téléphone vibra presque aussitôt. Erreur fatale de parler. Tu le paieras cher. Stéphane enregistra le message. Qu'il continue. Chaque menace est une pièce à conviction. Lucas Bernard fut interpellé 3 jours plus tard. Les menaces, ajoutées au témoignage du jeune guetteur, suffirent à le faire tomber. L'affaire des Durites n'était qu'une manœuvre ratée pour déclencher une guerre de territoire. Il va prendre lourd, l'informa l'agent Nicolas. Votre courage a été décisif. Chloé aurait dû être soulagée. Mais elle se sentait vide. La menace écartée, il fallait quitter ce havre de paix et retourner à sa vie de misère. Et maintenant? Demanda-t-elle à Louis un après-midi, alors que Léo se balançait sur l'escarpolette que les motards avaient remise à neuf. C'est à vous de voir, répondit Louis. Le danger est passé. Vous êtes libre de partir. Je n'ai pas envie de partir, avoua Chloé. Cet appartement, cette vie d'avant. J'étais au bord du gouffre. Et Léo est si épanoui ici. Louis marqua une pause. Alors restez. Je n'en ai pas les moyens. Le club a tranché, la coupe à Louis. La maison est à vous. Sans loyer. En échange, vous gérez l'intendance, et vous nous aidez à coordonner nos actions caritatives. Ça vous va comme marché? Les larmes montèrent aux yeux de Chloé. Pourquoi? Parce que votre fils nous a sauvé la vie, dit Louis avec simplicité. Parce que vous êtes des gens bien que le sort a malmenés. Et parce qu'on prend soin des nôtres. Et vous êtes des nôtres, maintenant. Si cette histoire vous a ému, s'il vous plaît, prenez un instant pour aimer, partager et vous abonner à Chroniques de Motard. Nous partageons des histoires qui prouvent que l'héroïsme est partout, que le courage est indépendant de la taille ou de l'âge, et que les voix les plus discrètes peuvent avoir un écho retentissant. Dites-nous dans les commentaires, avez-vous déjà perçu un détail crucial que tout le monde ignorait? Votre expérience peut inspirer les autres. 6 mois plus tard, Chloé était dans le jardin de ce qu'elle appelait enfin, chez elle. La pelouse était tondue. Les massifs qu'elle avait plantés débordaient de fleurs. Le rire de Léo fusait, poussé sur la balançoire par Stéphane. Ce dernier s'était peu à peu installé dans leur vie, avec une patience et un respect infini. Les dettes médicales s'étaient allégées. Louis l'avait orientée vers un avocat qui avait obtenu un arrangement. Elle travaillait toujours à l'hôpital, mais à mi-temps, complétant ses revenus avec le petit salaire que lui versait le club pour son rôle de coordinatrice. La réputation du club avait évolué. Toujours respecté, et craint au besoin, mais désormais connu aussi comme les protecteurs d'une veuve et de son fils, les organisateurs de la plus grande collecte de jouets de la région. « Maman !» cria Léo. « Regarde !» Il se balançait de plus en plus haut, visant le ciel. Chloé le regardait, si sûr de lui, si joyeux, enfin libéré des chaussures trop petites. « Il a un instinct formidable », murmura Stéphane à ses côtés.
Il tient ça de sa mère. Chloé s'appuya contre lui, se sentant enfin en sécurité. On a eu de la chance. Ce n'est pas de la chance, la corrigea Stéphane. Léo a été courageux. Tu as été courageuse. Et vous avez trouvé une famille là où on ne l'attend pas. Une famille. Le mot était juste. Louis et ses paniers de légumes le dimanche, Monique et ses petits plats, Philippe qui apprenait les échecs à Léo, et Stéphane, devenu le père de substitution dont son fils avait tant besoin. Ce soir-là, en couchant Léo, Chloé lui demanda « Tu es heureux ici, mon amour ?» « Très heureux, » répondit-il. « Il y a toi, et Stéphane, et Louis, et tous les autres. Et puis, j'ai sauvé des gens, maman. C'est la classe, non ? C'est la grande classe, sourit Chloé en l'embrassant. Dis maman, on va rester ici pour toujours ? Chloé songea à la question. Pour toujours, c'est long, c'est plein de promesses et d'inconnus. Mais pour l'instant, ils avaient un foyer. Une famille. La sécurité, la stabilité, et une chose qui ressemblait furieusement au bonheur. Oui, mon chéri, dit-elle d'une voix douce. Je crois bien que oui. Dehors, le son lointain de moteur de moto lui parvint. Un son qui l'angoissait autrefois, et qui était désormais synonyme de protection, de foyer. 1 an plus tôt, Chloé Martin coulait. Aujourd'hui, elle respirait. Tout ça parce qu'un garçon de 7 ans avait eu le courage d'alerter des inconnus, et que ces inconnus avaient eu l'honneur de le protéger en retour. Merci de votre attention. Si cette histoire vous a convaincu de faire confiance à votre intuition, de ne jamais vous taire face à ce qui est mal, et de ne jamais sous-estimer le pouvoir de l'attention, alors partagez-la. Abonnez-vous à Chroniques de Motard pour d'autres récits qui prouvent que les héros sont parmi nous, que le courage a 1000 visages, et que la plus petite des personnes peut avoir le plus grand des impacts. Dites-nous en commentaire, qu'auriez-vous fait à la place de Léo ? Parfois, se disait Chloé en regardant Stéphane et Léo jouer aux cartes sur la table de la cuisine, la famille, c'est ce qui vous arrive quand vous ne la cherchez plus.